Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Depuis quelque temps, je n'arrête pas de lire des articles de presse sur un phénomène de société bien précis, celui de la tradwife. Mais alors, qu'est-ce que c'est? La tradwife, c'est la femme au foyer. C'est celle qui décide de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants, mais également de son domicile. Les tradwives ont également un intérêt pour un univers esthétique bien particulier, celui des années 50-60, avec des tenues vestimentaires et des coiffures qui étaient très appréciées à cette époque-là. La tradwife, c'est également une femme qui est intéressée par la religion et qui possède un logiciel de valeurs affirmé. Elle est aimante envers ses enfants et son mari, et surtout, elle est fidèle. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que si vous êtes aimante et fidèle à votre mari, vous êtes de facto une tradwife. Mais c'est l'archétype général, c'est-à-dire la dimension esthétique, le fait d'être femme au foyer et d'avoir un logiciel de valeurs affirmé. Et depuis quelques années, il est possible de constater le développement de créatrices de contenu, de vidéastes qui se sont spécialisées dans la mise en avant de cet univers-là, celui de la tradwife, avec des créatrices qui n'hésitent pas à faire des vidéos pour donner des conseils sur l'entretien du foyer, sur l'éducation des enfants ou bien même sur la vie de couple en règle générale. Ces créatrices de contenu, on les retrouve surtout dans le monde anglo-saxon et plus précisément aux États-Unis. Et les vidéos cumulent parfois des millions de vues. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question. Pourquoi il y a un engouement aussi fort pour la tradwife aujourd'hui? Est-ce que l'on a affaire à un véritable phénomène de société ou plutôt à un sujet de niche qui a connu une certaine popularité par le biais de certains réseaux sociaux, notamment TikTok? Pour cette vidéo, j'ai décidé de réaliser un sondage sur la page Instagram auprès des barons et des baronnes de la communauté. Vous avez été très nombreux à répondre à ce dernier et je vous en remercie chaleureusement et je pense que ça peut être une très bonne idée d'analyser ensemble les résultats. En fait, j'ai réalisé deux sondages, un dédié aux femmes et un autre dédié aux hommes, avec des questions différentes à chaque fois. Dans le premier sondage dédié aux femmes, la question était la suivante. Est-ce que vous souhaitez plus tard être une tradwife ? Ou est-ce que vous l'êtes déjà? Alors le problème, c'est que le sondage a été un petit peu parasité parce qu'il y a beaucoup de barons de la communauté, des hommes, qui ont répondu à ce dernier, donc j'ai dû faire des modifications en enlevant forcément les votes qui venaient des hommes. Donc il y a 12% des femmes de la communauté qui accepteraient le fait d'être une tradwife dans un futur proche, ou qui le sont même déjà. Ensuite, il y en a 55% qui refusent cette possibilité et qui préfèrent travailler. Et enfin, il y en a 33% qui souhaitent plutôt attendre et pour elles, ça va dépendre surtout du salaire de leur conjoint. Donc, comme vous pouvez le voir au regard de ces chiffres, il y a plus de femmes dans la communauté qui ne souhaitent pas devenir des femmes au foyer. Et il y en a un certain nombre, en deuxième position, qui sont potentiellement intéressés par cette possibilité, mais tout dépend du salaire du conjoint. Ensuite, j'ai réalisé un sondage, cette fois-ci, pour les hommes. La question était la suivante. Est-ce que vous avez envie plus tard d'être avec une femme traditionnelle, donc qui correspond au cahier des charges que j'ai mentionné précédemment dans la vidéo. Et là, on voit que les résultats sont très différents du sondage féminin, puisqu'il y a 62% des hommes qui sont très intéressés par cette possibilité-là, d'avoir une femme traditionnelle. Il y en a quand même 34% qui refusent cela, qui aimeraient que leur femme travaille comme eux. Et enfin, 5% qui sont déjà en couple ou mariés avec une femme traditionnelle. Ainsi, il est possible de tirer plusieurs conclusions par rapport à ces sondages. Quand on analyse celui des hommes, on se rend compte qu'il y a une différence énorme entre le fantasme, c'est-à-dire ce que les hommes veulent, et la réalité, puisque 62% souhaitent avoir une femme traditionnelle, et la réalité, c'est qu'il y en a seulement 5% qui sont véritablement casés avec des tradwives. Mais surtout, la grande différence, c'est qu'une majorité d'hommes souhaitent se mettre en couple avec une femme considérée comme étant traditionnelle, et de l'autre côté, il y a une majorité de femmes qui ne souhaitent pas rentrer dans cet archétype-là. Mais je sais que certains se posent une question. Le doc, quel est ton avis sur la question? Qu'est-ce que tu aurais répondu à ton propre sondage? Eh bien, je crois que ma réponse va pas plaire à tout le monde. En réalité, j'en ai strictement rien à foutre.
C'est-à-dire que pour moi, ce choix-là, il est personnel. Il doit être libre et éclairé et ça ne me regarde absolument pas. Ce qui compte, c'est que vous ayez décidé vous-même du choix de ce que vous allez faire plus tard. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes une femme et que vous souhaitez être dans cet archétype-là de la tradwife, dans ce cas-là, il n'y a absolument pas de problème. Tant que le choix est libre et éclairé, que ça crée en vous du bonheur et qu'il y a une osmose dans le couple. C'est tout ce qui compte. Le but, c'est votre bonheur et moi, j'ai pas mon mot à dire dans cette équation-là. Ça ne me regarde pas. C'est votre organisation de votre vie personnelle. Et c'est exactement la même chose avec une femme qui souhaite travailler. Tant qu'elle est heureuse, que c'est un choix libre et éclairé et qu'il y a du bonheur dans le couple, je ne vois pas du tout d'inconvénient. D'ailleurs, je peux donner l'exemple de ma mère. Elle a toujours travaillé, elle travaille même encore, et ça ne l'a pas empêchée d'être très aimante, d'être une mère attentive pour ma sœur et pour moi. Et ça ne l'a pas empêchée non plus d'être une bonne épouse. C'est-à-dire qu'on peut être une bonne mère et une bonne épouse en étant dans cet archétype-là de la tradwife ou absolument pas. Ce qui compte pour moi, c'est surtout le logiciel de valeur. Mais je reviendrai sur cette question en fin de vidéo. Mais l'objectif, c'est de savoir pourquoi certaines femmes peuvent être aujourd'hui intéressées par le fait d'être proches de cet univers-là, de la femme plutôt traditionnelle. Eh bien, il y a plusieurs choses à soulever par rapport à ce potentiel intérêt. Tout d'abord, il y a eu un changement de paradigme par rapport à la pandémie. Il y a eu des confinements successifs et le développement du télétravail. De ce fait, de nombreux individus, hommes comme femmes, ont dû se replier sur le foyer, sur la domesticité. Et je crois fondamentalement que certaines femmes ont pu trouver un intérêt à ce repli dans la domesticité, en s'occupant de leurs enfants ou des tâches domestiques, ou même en essayant de se développer personnellement par le biais de certaines activités comme le sport, la lecture ou même la cuisine. Donc vu que la pandémie a provoqué ce repli sur le foyer, sur la domesticité, il est possible que certaines femmes aient décidé par la suite d'embrasser l'archétype de la femme traditionnelle de la mère au foyer. De plus, pour la Fondation Jean Jaurès, il y a de plus en plus de Français qui sont désintéressés par leur travail. En 1990, pour 60% des Français, le travail était considéré comme étant très important. Aujourd'hui, c'est presque 24% des Français. Et ça, on peut le comprendre aisément parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le tertiaire. Il y a également beaucoup de bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs pas vraiment intéressants où on reste au bureau pendant des heures alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt en soi dans la pratique du travail en question. Il y a également la question du salaire parce que au final, on travaille pour avoir un salaire qui n'est pas folichon et en plus le job nous intéresse pas. Donc tout ça, ça fait qu'il y a eu un désintérêt de plus en plus fort des Français par rapport au travail. Et il faut aussi noter qu'il y a des gens qui préfèrent la domesticité, la vie privée par rapport au monde du travail, déjà de base, peu importe le travail en question. Donc forcément, ça peut expliquer le fait que certaines femmes puissent s'intéresser à un mode de vie alternatif, c'est-à-dire à refuser des vies de travail particulièrement chronophages pour se focaliser sur leur vie de famille et sur leur foyer. C'est d'ailleurs ce que souligne Christopher Lasch dans son ouvrage « Les femmes ou la vie ordinaire ». Pour lui, l'énorme paradoxe du féminisme se trouve dans le fait que, à l'époque, lorsque les femmes ont commencé à travailler, ça a été perçu comme une véritable émancipation. Alors que pour Christopher Lasch, le fait de travailler dans une entreprise, de faire des heures et ensuite en rentrant à la maison de faire les tâches ménagères, eh bien c'était un peu la double peine. Et donc pour lui, la condition des femmes à la maison, c'était pas quelque chose de systématiquement négatif. Le fait de travailler, c'était pas forcément mieux. Il y a d'autres phénomènes qui expliquent cet intérêt croissant pour la femme traditionnelle, la mère au foyer. C'est la problématique des crèches. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a de moins en moins de place dans les crèches. C'est-à-dire que quand une femme tombe enceinte, elle doit déjà faire les démarches pour que l'enfant à naître puisse avoir une place dans une crèche déterminée. C'est-à-dire que l'enfant n'est même pas encore né, qu'il faut lui trouver une place dans une crèche, tant c'est saturé. De plus, selon un rapport récent qui est particulièrement alarmant, il y a de plus en plus de violences faites aux enfants dans les crèches.
notamment des coups, des insultes et de la maltraitance. Sans oublier les coûts très importants d'une nourrice, parce que quand vous avez une nourrice à domicile, ça va coûter très cher et parfois il y a un salaire entier qui part dans la nourrice. Donc c'est pour cette raison que certains couples décident de s'occuper des enfants à domicile et c'est la mère qui va s'occuper de cette tâche très difficile. Car certes, la femme au foyer ne travaille pas, mais c'est un véritable travail que de s'occuper des enfants et du foyer. Des fois, ça peut être des journées particulièrement pénibles et éreintantes, au même titre qu'un travail. Il faut également souligner que les tradwives, qui viennent principalement des États-Unis, c'est un mouvement quasi politique. C'est-à-dire que les premières tradwives sont apparues sur les réseaux sociaux avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2016-2017. C'est vraiment à partir de ces 2 années-là qu'il y a eu les premières tradwives sur les réseaux, qui ont commencé à faire des vidéos. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes traditionnelles, c'est le miroir inversé de mouvements féministes considérés comme étant assez radicaux. Car quand il y a un discours qui se développe et qui prend forcément de plus en plus d'ampleur, il y a forcément en face le discours inverse qui va se développer. Donc le mouvement de la tradwife qui s'est développé, c'est aussi un moyen de montrer une autre voie pour les femmes qui ne se reconnaissent pas dans le féminisme moderne. De plus, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la tradwife, la femme traditionnelle, c'est un mouvement qui est esthétique parce que les femmes traditionnelles s'intéressent au style vestimentaire d'une autre époque, des années 50-60. Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, il y a depuis quelque temps le développement de la mode du old money. C'est un style vestimentaire bien particulier, de s'habiller comme la bourgeoisie d'une autre époque, et forcément le style vestimentaire de la tradwife est très proche de celui du old money. Donc forcément, quand il y a eu le développement du old money, il y a eu en parallèle le développement du style vestimentaire des tradwives. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses femmes qui ne se reconnaissent pas dans le mode de vie de la femme traditionnelle, mais qui vont suivre ça de loin parce qu'elles sont intéressées par l'univers esthétique qui est juxtaposé à la tradwife. Et pour moi, c'est tout le problème de ce phénomène de société qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre deux choses. D'un côté, les vidéos sur TikTok qui vont faire beaucoup de vues sur un sujet bien précis, sur un sujet de niche, et en fait le fait qu'en parallèle, dans la société, ça reste une minorité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des millions de vues sur des vidéos propres à celles de la tradwife, des tradwives qui montrent leur mode de vie, alors qu'en réalité, elles se représentent une nette minorité. Et je dirais même que plus un sujet est de niche, plus il est voué à faire des vues. Parce que forcément, ça sort de l'ordinaire. Et les gens qui vont, par exemple, aller sur TikTok, vont être de suite étonnés par le mode de vie des tradwives, puisque c'est pas du tout le mode de vie qui est majoritaire dans nos sociétés, et notamment en France. C'est pour cette raison que je ne pense pas qu'on a affaire à un phénomène de société d'envergure, en tout cas en France. Et d'ailleurs, les chiffres le montrent. Puisque, en effet, selon l'INSEE, en 1991, il y avait 3,5 millions de femmes au foyer. Et en 2011, elles étaient plus que 2,1 millions. Alors malheureusement, je n'ai pas d'études plus récentes et ça serait intéressant d'avoir des chiffres entre 2020 et 2030, mais je ne pense pas qu'il y a en France une augmentation significative des femmes au foyer dans les années à venir. D'ailleurs, il faut prendre en considération le fait que la dimension de la femme au foyer, c'est seulement une caractéristique de la femme traditionnelle et qu'il y a d'autres critères qu'il faut prendre en compte. Mais ce qui caractérise le plus la tradwife, ce qui est le plus mis en avant, c'est le fait que ce sont le plus souvent des mères au foyer. C'est presque le dénominateur commun. Et là, comme on peut le constater avec les chiffres de l'INSEE, il y a une baisse significative du nombre de femmes au foyer en France. Mais par contre, on a l'effet inverse aux États-Unis. Car en effet, selon les chiffres américains, en 1999, 26% des Américaines étaient des femmes au foyer, tandis qu'en 2012, elles étaient 29%. Donc, on a une augmentation qui n'est pas extraordinaire, mais c'est une augmentation quand même. Il y a en effet aux États-Unis un phénomène de mode, un développement,
une augmentation des femmes au foyer et donc potentiellement de femmes traditionnelles qui rentrent dans l'archétype que je vous ai défini plus tôt dans la vidéo. Alors on peut se poser une question, pourquoi il y a cette différence majeure entre la France et les États-Unis? Tout d'abord, il y a la dimension de la religion. Les Américains sont plus croyants que les Français. Il y a moins d'athées aux États-Unis qu'en France au prorata de la population. Parce que le christianisme et notamment le protestantisme est encore très développé, très actif aux États-Unis. Donc forcément, il doit y avoir beaucoup plus de femmes dites traditionnelles. De plus, il faut prendre en considération la question du salaire. Aux États-Unis, le salaire moyen d'un Américain, c'est à peu près 70 000 $ par an. Alors qu'en France, c'est à peu près 40 000 €. Il y a une différence donc de 20 000 et c'est énorme, surtout à l'intérieur d'un foyer. Ainsi, toutes ces caractéristiques expliquent pourquoi il y a plus de femmes au foyer aux États-Unis qu'en France et donc potentiellement plus de femmes qui se revendiquent comme étant traditionnelles, les tradwives. D'ailleurs, c'est une mode qui vient de là-bas. Si on se base sur les réponses du sondage de tout à l'heure, il convient de se poser une question. Pourquoi les femmes ne sont pas intéressées par la figure de la tradwife? Je crois qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, il y a la question de l'indépendance financière, c'est-à-dire qu'une femme traditionnelle qui est mère au foyer s'expose à un risque parce que en cas de divorce, elle n'a pas accumulé de capital, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'économie vu qu'elle ne travaille pas. Alors bien entendu, avec le divorce, il y a eu le développement de mécanismes comme par exemple la prestation compensatoire, qui est d'ailleurs des fois utilisé dans l'excès, et ça il faut en parler aussi, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, par exemple, ponctionnent tout l'argent de leur mari à partir du moment du divorce, mais certaines aussi se retrouvent dans une forme de précarité économique. Parce que à l'époque des années 50-60, on ne divorçait pas. Le divorce était trop mal vu dans la société et surtout, c'était pas du tout développé. Donc forcément, la question de l'indépendance financière ne se posait pas à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne divorçait pas et les femmes restaient constamment avec leur mari. Et elles étaient complètement dépendantes d'un point de vue économique. Et là, je sais ce que certains pensent. Oui, mais le doc, regarde, les divorces, c'est surtout à l'initiative des femmes. C'est vrai, mais c'est pas parce que c'est à l'initiative des femmes que les divorces ne sont pas légitimes. Et ce, pour tout un tas de raisons. Pour des raisons de violence, pour des raisons d'adultère, ou bien même parce que il n'y a plus d'osmose ni d'entente dans le couple. Et dans ce cas-là, ça sert à rien de rester ensemble, surtout si les enfants sont plus grands, s'ils ont grandi. De plus, la question de l'argent peut poser un problème dans le couple, parce que l'homme qui va ramener la calorie au foyer, tandis que la femme ne travaille pas, va se sentir parfois plus légitime. C'est lui qui va avoir le dernier mot sur tout un tas de sujets dans le foyer, car il est légitime, c'est lui qui ramène l'argent. Et donc ça peut créer des tensions, et l'argent c'est un sujet de tension très important dans un couple, d'autant plus que la plupart des individus ne veulent pas parler de ça, ça reste des sujets tabous, et quand on règle pas les problèmes, ils sont amplifiés. Ensuite, il y a une volonté d'épanouissement dans le travail. Toutes les femmes que je connais dans mon cercle proche aiment beaucoup travailler, elles se sentent heureuses dans l'exercice de leur travail, elles adorent ça, et je pense que ce sont des femmes qui objectivement seraient malheureuses si aujourd'hui elles se retrouvaient au chômage à rester à la maison. Même si elles aiment profondément leurs enfants et qu'elles s'occupent très bien de ces derniers, elles aiment également le fait de pouvoir travailler. Parce qu'on peut très bien aimer ses enfants et vouloir travailler en parallèle. L'un n'empêche pas l'autre. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un contexte économique très tendu avec l'inflation et c'est pour cette raison que certains couples veulent maximiser les revenus dans la cellule familiale. Toutefois, il y a quelque chose qui m'agace particulièrement avec cet univers de la tradwife. C'est de voir des créatrices de contenu qui appartiennent à cet univers-là et qui subissent du harcèlement, voire de la haine quotidienne sous leurs vidéos. Parce qu'il n'est pas rare de voir des commentaires très négatifs qui émanent d'ailleurs de néo-féministes et des commentaires qui sont très virulents, avec des insultes, etc. Parce que pour ces femmes-là, les tradwives sont soumises au patriarcat. Et là, on retrouve le paradoxe immense qu'il y a à l'intérieur du néo-féminisme, c'est-à-dire certaines femmes qui vont dire qu'une femme est libre seulement à partir du moment où elle embrasse toutes les idées qui sont propres au néo-féminisme. Et si elle ne les embrasse pas, elle n'est pas libre.
Or, si une femme n'a pas d'autre choix que justement d'embrasser les idées du néo-féminisme, ça veut dire qu'elle n'est pas libre. Puisqu'elle n'est pas libre, par exemple, de complètement les mettre de côté ou de les dénigrer. Donc ça veut dire que pour certaines néo-féministes, une femme est libre seulement quand elle embrasse ce système de valeurs-là. Et si elle fait autre chose, elle n'est pas libre. Et je trouve ça complètement con. Surtout qu'elles ont des comportements particulièrement odieux envers ces femmes qui n'ont strictement rien demandé et qui montrent simplement leur mode de vie. De plus, il y a également des hommes qui subissent cette vague d'harcèlement et de haine parce qu'ils ont eu le malheur de dire un jour qu'ils préféraient avoir une femme traditionnelle plus tard, qui garde les enfants à la maison et qui s'occupe du foyer. C'est par exemple le cas de Yomi Denzel, un créateur de contenu, qui a eu le malheur de dire qu'il aimerait avoir une femme traditionnelle, qui garde les enfants à la maison et qui s'occupe du foyer. Mais Yomi Denzel a tout à fait le droit d'avoir des préférences. D'ailleurs, les femmes ont bien des critères d'un point de vue physique, voire économique. Donc pourquoi Yomi Denzel ne pourrait pas avoir ses critères à lui? Et de toute façon, lorsque l'on fait un choix, ça implique toujours une discrimination. Lorsque l'on décide, par exemple, de faire notre vie avec une personne A et pas une personne B, ça veut dire qu'on l'a choisi pour tout un tas de raisons et qu'on a occulté la deuxième personne. Donc Yomi Denzel, il n'est pas en train de se cacher. Il dit publiquement ce qu'il pense et si un jour il se met avec une femme qui se marie avec et qu'il a des enfants avec cette dernière et qu'elle accepte la situation, dans ce cas-là, elle a voulu le fait d'être une femme traditionnelle. C'était son choix à elle. Mais alors, on peut se poser une ultime question. Pourquoi il y a de nombreux hommes qui aimeraient avoir une femme considérée comme traditionnelle? Là encore, il y a plusieurs réponses possibles. D'une part, parce que les hommes se sentent utiles en ramenant de la calorie au foyer. L'un des éléments qui explique éventuellement la crise de la masculinité, c'est le fait que les hommes se sentent de plus en plus inutiles, à la fois dans la société et dans la vie de couple. Donc c'est pour cette raison que l'homme peut préférer parfois avoir une femme traditionnelle parce que ça le conforte dans son rôle d'homme. C'est celui qui ramène la calorie. L'autre critère, c'est le fait que quand un homme va se mettre avec une femme et qu'il va l'aimer en parallèle, forcément, sinon je vois pas trop l'intérêt, il va lui faire des enfants et il attend de cette femme qu'elle s'occupe de ces derniers. C'est-à-dire qu'il a confiance en sa femme pour donner à ses enfants la meilleure éducation possible. C'est sa femme qui est la plus à même d'éduquer au mieux les enfants et d'inculquer des valeurs. Et d'ailleurs, c'est une belle preuve d'amour que de considérer que sa femme est la plus à même de s'occuper des enfants d'un point de vue symbolique. Ça ne veut pas dire que malheureusement c'est toujours le cas, parce qu'il y a des mères défaillantes, mais c'est une volonté de l'homme d'attendre de sa femme qu'elle soit une bonne mère de famille. Comme d'ailleurs de nombreuses femmes attendent la même chose par rapport aux hommes, qu'ils soient de bons pères de famille. Et enfin, j'ai reçu de nombreux messages de barons de la communauté quand j'ai fait le sondage qui me disaient qu'en fait, ils étaient nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pourtant pas connu. Et beaucoup le disaient d'ailleurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, propre à celle de Mad Men, c'est-à-dire l'homme qui rentre du travail en costume, après une journée fatigante dans sa jolie maison, il va se servir un verre de whisky, il y a sa femme et ses enfants. Sa femme est rayonnante parce que elle est bien maquillée, coiffure impeccable, elle a un joli brushing. Bref, ils idéalisent une époque qu'ils n'ont pas connue. Et ça, c'est un problème parce que quand on parle à des individus qui ont connu cette époque-là, on se rend compte qu'au niveau de l'organisation de la famille, tout n'était absolument pas parfait. Alors bien sûr, rien ne vous empêche de recréer cette époque dans le cadre de la famille, justement en trouvant une femme qui partage les mêmes valeurs que vous, mais vous ne pouvez pas imposer au monde entier de valider votre conception des relations, parce que ça sera jamais le cas, que ça soit d'un côté comme dans l'autre. Et le problème, quand on fantasme trop justement sur une époque qui est révolue, c'est que parfois on peut passer à côté de sa propre vie, de sa propre époque, et on finit par considérer qu'il n'y a plus de femmes de valeur, alors que c'est absolument pas le cas. Parce que au fond, c'est ça l'essentiel, c'est pas des conceptions en lien avec le travail ou pas, savoir si ta femme va porter une jolie robe à fleurs avec un brushing et qu'elle va te faire une tarte aux pommes, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est le logiciel de valeur. C'est être avec quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte.
c'est tout. Donc vous pouvez trouver un ou une partenaire qui va vous combler de bonheur. Alors bien entendu, c'est toujours un risque parce que le mariage, c'est pas une balade de santé, ça peut même très mal finir, mais c'est un pari à faire sur l'avenir. C'est ça un couple. Un couple, c'est un pari sur l'avenir et on ne sait jamais de quoi demain va être fait. Et c'est pour ça que vous devez essayer de trouver la personne qui vous correspond le mieux. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup trop de personnes se mettent en couple par défaut et ça finit mal. Et à la fin, c'est qui trinque? Ce sont les gamins parce qu'ils se retrouvent au milieu, parce que le couple a explosé et c'est eux qui payent les pots cassés. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.